Bonjour, cette vidéo a pour fonction de vous donner la matière pour une partie du cours de système nerveux. C'est un cours qui est quand même assez important, assez lourd en termes de matière à connaître. La partie vraiment dense et importante du cours, elle va être dans la vidéo. Donc, allons-y gaiement. Les objectifs du cours, on va voir 4 pathologies, la méningite, l'épilepsie, le trauma crânio-cérébral et la paralysie cérébrale. Bon, dans la vidéo actuelle, je vais seulement regarder avec vous la méningite et le trauma crânio-cérébral, ainsi que l'examen neuro en pédiatrie. Donc, vous connaissez déjà l'examen neuro à l'adulte. Vous avez des bases. Vous avez aussi fait des cours de bio, donc c'est pas comme si vous tombez des nues. Mais c'est sûr que les enfants, c'est pas non plus de petits adultes. Ils sont anatomiquement différents, donc il va falloir en parler. Et je vais en parler pendant cette vidéo-là. Donc, on va énumérer les manifestations cliniques des pathologies, les examens diagnostiques en lien avec ça, comment on soigne ces pathologies-là, les interventions infirmières, les surveillances. Commençons avec l'évaluation neurologique. Donc, les enfants, comme je vous disais tantôt, ce ne sont pas de petits adultes. Donc, c'est important de garder ça en tête quand on fait une évaluation neurologique chez un enfant. Oui, vous allez pouvoir utiliser votre bagage que vous avez appris, il va falloir l'adapter. Donc, il y a des particularités anatomiques selon les âges. Donc, c'est sûr qu'en pédiatrie, on prend soin du petit bébé à l'adolescent de 14-18 ans. C'est sûr qu'anatomiquement, il y a eu des changements. Donc, on n'a pas le choix un petit peu déclasser en 3 grandes catégories qui sont le petit, le nouveau-né, le 0-6 mois, le 6 à 18 mois qui serait le nourrisson, et le 18 mois et plus, qui serait le trottineur jusqu'à enfant. Donc, un enfant, de façon générale, il ressemble du point de vue anatomique à un adulte vers l'âge de 8 ans, dépendamment des organes. Le cerveau, c'est l'organe qui se développe le plus lentement. La première chose à savoir qui est importante, c'est que les enfants ont une fontanelle. Une fontanelle, c'est un petit trou sur le dessus de la tête. En fait, ce que ça fait, c'est qu'il n'y a pas d'os entre la peau et le cerveau. Mais faites-vous-en pas, entre la peau et le cerveau, il y a des méninges. Et des méninges, ça protège le cerveau. C'est un peu comme un cartilage. C'est assez ferme, finalement. Donc, vous ne pouvez pas faire mal à l'enfant en tâtant sa fontanelle. Mais ce qui est pratique quand même, c'est que cette fontanelle, qui est normalement ouverte jusqu'à l'âge d'environ 18 mois, ça vous permet de voir si l'enfant est déshydraté, la fontanelle va être creuse. Et si l'enfant a une hypertension intracrânienne, donc un édème à l'intérieur du cerveau qui causerait une augmentation de la pression dans la boîte crânienne, ça paraît. Avec la fontanelle, on peut voir que ça c'est bombé. Donc, c'est pratique pour l'examen physique. L'autre particularité anatomique des enfants, c'est que leur barrière hémato-encéphalique, elle est relativement perméable. Bon, la barrière hémato-encéphalique, c'est quelque chose comme un filtre entre le sang et le liquide céphalorhizien et l'encéphale. Donc, ça protège, bon, si vous avez une toxine qui circule dans votre sang, elle va être arrêtée par la barrière hémato-encéphalique. Et bon, elle est fonctionnelle, cette barrière, mais comme les enfants, leur développement neurologique est extrêmement rapide. Ils ont besoin d'énormément de nutriments. Donc, évidemment, il y a beaucoup de choses qui rentrent, qui sortent à cet endroit-là. Et plus que de choses qui rentrent, qui sortent, plus qu'il y a de risques qu'une bactérie puisse passer. On va le voir tantôt avec la méningite. Ça les met plus à risque de faire des infections neurologiques. Et le système nerveux central est peu développé. Donc, on va voir que les petits bébés, comme par exemple le 0-6 mois, les mouvements sont très désordonnés. Des fois, ils peuvent se donner un coup de poing dans le visage là, accidentellement. Ils savent à peine que la main, c'est la leur. Donc, ils suivent du regard, des choses comme ça, ils reconnaissent des visages. Ils ne sont pas capables d'aller chercher un objet, par exemple, de façon volontaire. Le petit bébé, je vais vous montrer comment évaluer son état neurologique. Évidemment, ça se fait. C'est juste qu'il faut prendre ça en considération. Le 6 à 8 mois, capable de s'asseoir, capable de circuler à 4 pattes. Et il y a des mouvements délibérés. Donc, lui, il est capable d'aller chercher un objet qu'il désire. Bon, il y a des petites imperfections du genre, si tu caches un crayon en arrière d'une feuille, le crayon pour l'enfant est complètement disparu.
Donc ça s'appelle la persistance de l'objet qui est absente chez le 6 à 18 mois. Ils ne comprennent pas qu'un objet qu'ils ne voient pas est encore physiquement, qui existe encore physiquement. C'est une particularité qui peut vous aider. Donc, si par exemple vous prenez une saturométrie sur un enfant de 18 mois, quelque peu récalcitrant, ça leur arrive si vous mettez le saturomètre sur leur pied et que vous cachez le saturomètre avec un bas ou avec peu importe une couverture, le saturomètre disparaît de l'univers. Alors, bon, c'est l'enfant va arrêter de pleurer parce que vous avez mis quelque chose sur son pied parce qu'il il peut plus le voir, donc le saturomètre n'existe plus. Et le 18 mois, il marche, bon, il parle aussi avec quelques mots, puis évidemment, le langage va se développer jusqu'à l'âge de 5-6 ans où les enfants sont capables de faire des phrases complètes. De façon générale, comme je disais tantôt, vers 8 ans, on s'entend pour dire que vous pouvez parler comme à un adulte à un enfant, puis il va vous comprendre. Évidemment, je rajouterais peut-être le fait que les enfants n'ont pas une très bonne gluconéogenèse, donc les stockages de sucre sont limités et leur capacité à en produire du nouveau aussi est limitée, ce qui fait que ça les met terriblement à risque d'hypoglycémie. Et on sait tous, avec vos cours de bio, vous avez appris ça, le cerveau est énormément dépendant des stocks en continu de glucose et d'oxygène. C'est le premier organe qui va flancher quand il y a une situation de bas débit. Les enfants avec leur risque d'hypoglycémie, ça peut entraîner des problématiques, comme par exemple des convulsions, s'ils sont trop hypoglycémiques. Vous allez voir, c'est quelque chose qui a une importance quand même assez importante en pédiatrie, mais également en obstétrique. Donc, l'évaluation neurologique, vous connaissez l'échelle de Glasgow. Pour l'échelle de Glasgow qui évalue, on va la revoir tantôt, mais qui évalue la réponse verbale, la réponse motrice et l'ouverture des yeux. Est-elle spontanée ou est-elle seulement qu'à la voix, à la douleur, etc. Donc, l'échelle de Glasgow, ça s'évalue aussi chez des enfants. Évidemment, la réponse verbale, c'est celle-là qui va être la plus difficile à évaluer parce que, de façon générale, ils ne parlent pas avant l'âge de 18 mois, 2 ans. Donc, l'échelle de Glasgow devient un peu complexe, mais il y en a une qui est adaptée à la pédiatrie. On va la regarder tantôt. Chez les adultes, vous le savez déjà, vous regardez les pupilles. Est-ce qu'elles sont réactives à la lumière? Est-ce qu'elles sont égales? Est-ce qu'elles sont rondes? Donc, tout ça, vous connaissez déjà. C'est la même chose en pédiatrie. Ça ne change pas. Tonus, symétrie, bon, ben, la réponse motrice de l'adulte, on va vérifier si la force musculaire elle est symétrique. Il y a moyen d'examiner ça chez un enfant. Bon, c'est sûr que si vous lui demandez de serrer la main, il ne serrera pas la main. Mais vous pouvez voir s'il bouge les 4 membres de façon égale. On va le voir avec ce petit bébé-là. Puis la fontanelle, comme je disais tantôt, elle est ouverte jusqu'à l'âge de 18 mois. Profitez-en, c'est un excellent outil d'évaluation. Donc, on regarde ce petit bébé-là qui bouge, qui a un excellent tonus. En fait, un tonus de nouveau-né, c'est un tonus exactement comme celui-là. Les bras, les jambes sont pliés, les petits pieds ne touchent pas au lit. Puis, vous voyez que pour aller évaluer les pupilles, il faut en profiter pendant que le bébé a les yeux ouverts. Essayez pas d'ouvrir un œil de bébé sans son consentement. Ça va pas être possible. Il va fermer tellement les yeux forts que vous n'aurez jamais l'opportunité de regarder les pupilles. Donc, profitez-en pendant qu'il est réveillé. Et le tonus, on a vu un bébé avec un bon tonus. Lui, il n'y a pas un bon tonus. Donc, on peut voir que les bras, les jambes sont dépliés et que les mains et les pieds sont sur le lit, alors que normalement, ils devraient toujours être en l'air, en fait. Je vous avais dit qu'il y avait une échelle de Glasgow pédiatrique. Donc, la voici. Évidemment, la réponse motrice et l'ouverture des yeux, c'est pareil chez l'enfant et chez l'adulte. Est-ce que l'ouverture des yeux est spontanée sur un ordre verbal à la douleur ou aucune réponse? C'est pareil. La réponse motrice, c'est pas mal pareil aussi. C'est juste que, bon, obéir aux commandes, ils ne peuvent pas vraiment faire ça avant l'âge d'un an. Alors, en bas d'un an, on regarde juste si est-ce que les 2 bras et les 2 jambes bougent de façon égale. Et ensuite, la réponse verbale, eh bien oui, on voit qu'en haut de 5 ans, on le considère comme un adulte. Les éléments sont identiques à l'adulte, orienté parle, désorienté parle, etc. De 2 à 5 ans, l'enfant n'est pas capable de faire des phrases. Alors, il faut considérer que ces mots ou ces phrases sont appropriées. Dans ce temps-là, il faut un parent pour confirmer est-ce que son niveau de langage est comme d'habitude, pour vous aider à distinguer si ces mots sont appropriés ou inappropriés, parce que vous pouvez voir ici que si les mots ne sont pas appropriés, ça lui fait perdre un point sur l'échelle de Glasgow. Et le tout petit, ben là, on va regarder voir est-ce qu'il gazouille, est-ce qu'il pleure de façon appropriée, est-ce qu'il est facilement consolable, ou il pleure sans arrêt, on n'est pas capable de le consoler ou c'est des cris inappropriés. La décortication, décérébration, simplement pour vous rappeler des positions, en fait, c'est recroquevillé vers l'intérieur pour la décortication et en extension pour la décérébration. La décérébration étant pire que la décortication.
Pour les pupilles, par souci de révision, quand la pupille est très petite, c'est myosis. Quand elle est trop grande, c'est mydriase. Et quand elle est inégale, c'est de l'anisocorie. C'est de la termino que vous devriez connaître en quatrième. Ça met fin aux particularités de l'évaluation neurologique en pédiatrie. Maintenant, on va parler de la méningite bactérienne. On connaît déjà probablement quelques signes et symptômes au niveau de l'adulte. Un adulte qui aurait une méningite aurait des céphalées, une douleur à la nuque, incapacité de bouger la tête, des altérations au niveau de l'état de conscience, au niveau du Glasgow, une anomalie pupillaire, de la température, des signes de choc. Bon, ben, chez les enfants, c'est relativement les mêmes symptômes, mais ils vont être un petit peu plus subtils. On va en parler justement pour qu'on puisse faire la différence. D'où ça sort, les méningites? J'en ai parlé un petit peu tantôt. Il existe une barrière hémato-encéphalique qui empêche les bactéries de passer du sang au cerveau. Cette barrière-là, elle est relativement incompétente en pédiatrie, ce qui fait que l'une des principales causes de la méningite en pédiatrie, c'est une dissémination vasculaire. Qu'est-ce que je veux dire par dissémination vasculaire? C'est l'enfant a à la base une autre infection, comme par exemple une cellulite au membre inférieur droit, et il fait une septicémie. Ben, la bactérie qui a passé à travers la peau, qui s'est faufilée dans le système circulatoire de l'enfant, peut avoir accès à la barrière hémato-encéphalique et se faufiler pour causer une méningite chez cet enfant-là. Donc, de façon générale, un enfant qui fait de la fièvre, une élévation des globules blancs ou des marqueurs d'inflammation comme la CRP qui est élevée, ça va être un enfant qu'on va suspecter peut-être d'avoir une septicémie slash d'avoir une méningite. Donc, à chaque fois que vous allez voir souvent des enfants qui sont hospitalisés pour une fièvre sans foyer. Donc, on n'a pas encore diagnostiqué d'infection chez cet enfant-là. Dans notre tête, on se dit, est-il en septicémie? Souffre-t-il d'une méningite? Puis, ça va faire partie de vos éléments de surveillance. Donc, évidemment, un enfant qui a une otite, sinusite, pharyngite, tout ce qui est au niveau du visage, mastoïdite, c'est sûr que cet enfant-là aussi est à risque parce qu'à cause de la proximité de l'infection, tout simplement, avec son système nerveux central. C'est quoi la différence entre une virale bactérienne? On va se concentrer sur la bactérienne pour plein de raisons, comme par exemple, les symptômes sont beaucoup plus sévères avec la bactérienne qu'avec la virale. Le traitement de la virale, c'est rien du tout. En fait, on attend que ça passe et on traite les symptômes, comme par exemple les céphalées, la température, on laisse l'enfant se reposer, on ferme les lumières pour pas qu'il ait mal à la tête, mais il n'y a pas d'autre traitement que d'attendre que ça s'en aille tout seul. Tandis que la méningite bactérienne, il lui faut des antibiotiques et rapidement. Donc, plus qu'on attend pour initier le traitement antibiotique, plus que le risque de séquelles est grand. C'est directement proportionnel. Donc, quand vous avez une prescription d'antibiotiques par un médecin, c'est pas ah oui, d'accord, je vais l'envoyer à la pharmacie et peut-être qu'après ma pause, je vais députer les antibiotiques. Non, c'est presque on arrête tout ce qu'on fait, on prépare l'antibiotique et on le députe. La virale laisse peu de séquelles, la bactérienne, les séquelles sont fréquentes, on va les voir tantôt, c'est pas très agréable. La durée aussi virale, ça s'en va tout seul en l'intérieur de 7 jours en général. Ça peut durer plus longtemps, mais de façon générale, c'est à peu près une semaine. Puis la bactérienne, ben, c'est sûr que tant qu'elle n'est pas soignée, elle s'en ira pas. Et même bien traitée avec des antibiotiques, ça peut durer plus qu'une semaine. Puis la virale, évidemment, la ponction lombaire va être négative. Qu'est-ce que c'est ça, une ponction lombaire? On va le voir tantôt. C'est la méthode diagnostique de choix pour vérifier si l'enfant a une méningite. On va tous voir ça tantôt. Tandis que la méningite bactérienne, elle, la ponction lombaire, elle est positive. Donc, on le voit aussi avec les photos. Bon, l'enfant de gauche, il n'a pas l'air en forme, mais il est quand même réveillé, tandis que l'enfant de droite, il a l'air déjà pas mal plus malade, il est intubé aux soins intensifs, il y a un paquet de fils après lui, il a les cheveux tous gommés parce qu'il s'est fait faire un électroencéphalogramme probablement. Les manifestations cliniques de la méningite, ça, c'est directement tiré de votre WOG à la page 10-25. Il y en a une méchante gang. Il y a des manifestations cliniques là-dedans qui sont des manifestations cliniques de la méningite, comme par exemple une irritabilité, des convulsions. Il y en a d'autres qui sont plus des signes de choc, un tonus médiocre, la respiration irrégulière ou l'apnée, de la fièvre. Puis il y en a qui sont carrément liés à l'hypertension intracrânienne, comme les vomissements en jet. C'est sûr que quand on a une méningite, on a souvent aussi une septicémie associée. Et la méningite cause parfois
de l'hypertension intracrânienne. Alors, tous ces symptômes-là se mélangent. Alors, on va essayer de faire un peu le tri là-dedans. Si on a à se rappeler, ça serait ceux-là. Irritabilité, hypotonie, donc quelque chose qui rend l'enfant anormal dans son comportement. L'hypotonie aussi, qui ferait en sorte que l'enfant soit très plus somnolent, entre autres choses, mais aussi le tonus. On l'a vu tantôt, l'enfant avec qui n'est pas en position pliée comme il devrait normalement être. Ça, c'est inquiétant. Ça ne veut pas nécessairement dire que c'est une méningite, mais c'est un symptôme qu'on voit fréquemment avec les enfants qui ont des méningites. La fièvre, évidemment, parce que c'est une infection. La céphalée, donc c'est une infection du système nerveux central. Il faut s'attendre à ce que l'enfant ait mal à la tête. Photophobie, les enfants ne vont pas nécessairement être capables de dire: Ah, j'ai de la photophobie. Ils ne connaissent pas le mot. Mais ils vont souvent se cacher les yeux de la lumière ou ils vont réagir fortement quand on ouvre la lumière, ce qui n'est pas normalement le cas chez un enfant qui n'a pas de méningite. Vomissement en jet, ça c'est typiquement relié à la méningite slash irritabilité des méninges, édème cérébral, hypertension intracrânienne, ça va un peu tout ensemble. Les enfants qui ont des méningites bactériennes vont fréquemment avoir des vomissements en jet. La raideur de la nuque, donc ils ont de la difficulté à bouger la tête parce que tous les méninges, pas juste les méninges qui entourent le cerveau, évidemment, les méninges, ça descend dans le tube neural jusque dans le bas du dos. Tout leur fait mal. La tête, le cou, le dos au complet, tout fait mal. Aussitôt qu'on les bouge, ils sont inconfortables. Puis des convulsions, évidemment, tout ça, ça peut faire convulser. C'est des manifestations cliniques qui sont fréquentes, en fait. Il faut évidemment faire attention parce que ça peut être confondu avec d'autres pathologies, comme par exemple la fièvre. Bon, ben, un enfant qui fait de la fièvre peut bien avoir une pneumonie ou une infection urinaire si ça y tente. Ça ne veut pas dire qu'il y a une méningite. Donc, il faut faire attention. Il y a des symptômes qui sont non spécifiques et il y a des symptômes qui sont spécifiques à la méningite. Donc, quand on commence à parler de spécifique, quand on parle de vomissement en jet, là, ça commence à être très, très système nerveux central et évidemment la raideur de la nuque. Celui qui est vraiment clairement spécifique à la méningite, c'est le signe de Brudzinski ou le signe de Kerning. Les deux, c'est des équivalents, c'est des signes cliniques qu'on peut vérifier chez l'enfant qui sont très indicatifs d'une méningite. Si l'enfant a un Brudzinski positif, clairement, il y a des signes graves de méningite. Alors, je vais vous montrer les signes, comment il faut les faire. Donc, il faut faire un mouvement passif de la tête. Donc, il faut prendre l'enfant par la tête puis plier sa tête. Bon, cet enfant-là, il est tellement irrité qu'il ne plie même pas la tête, mais lui, on est capable de plier sa tête. Mais vous voyez, les jambes se lèvent. Donc, cet enfant-là est quand même assez endormi. Normalement, il pleure, ça leur fait mal. Bref, puis l'autre, le kerning, c'est quand on lève la jambe, ben, l'enfant pleure, ce qui n'est pas normalement le cas. Les enfants sont très flexibles, ça leur fait pas mal, ce genre de choses-là. Mais on voit que aussitôt qu'on déplie sa jambe, l'enfant déteste. Ça, c'est un kerning positif. Malheureusement, les petits bébés, ces signes-là sont souvent non objectivables chez cet âge-là. Donc, ça peut arriver que vous ayez un nouveau-né de 3 mois, par exemple. Il y a une méningite, mais vous vérifiez le Brudzinski est complètement normal. Alors, il faut faire attention avec cette tranche d'âge-là. Vous allez remarquer que le 0-3 mois, justement parce que le Kerning et le Brudzinski sont non objectivables, les médecins vont souvent faire des tensions lombaires si l'enfant a de la fièvre à cet âge-là. Ça, c'est pour les signes cliniques. Maintenant, les examens paracliniques, donc la ponction lombaire, j'en ai parlé tantôt, on va en reparler, c'est le diagnostic de choix pour vérifier la méningite. Bien entendu que le médecin va vouloir faire des bilans sanguins, des hémocultures pour vérifier si l'enfant a une infection et si l'infection a passé dans le sang. Donc, et les sécrétions nasales pharyngées pour voir si l'enfant aurait un virus qui expliquerait la fièvre, par exemple. Le scan, c'est sûr que ça pourrait faire partie des examens paracliniques qui sont demandés si l'enfant a des déficits neurologiques. Souvent, on va faire le scan avant de faire la ponction lombaire. Quand on va faire la ponction lombaire, on va aller chercher un petit peu de liquide céphalorhizien. Ça peut déséquilibrer les pressions intracrâniennes. Donc, si l'enfant a de l'hypertension intracrânienne au scan, on ne pourra pas faire la ponction lombaire, ça va être trop dangereux. Donc, la ponction lombaire, c'est un test qui se fait, c'est le médecin qui va faire ce test-là, en fait. J'aimerais ça quand même, ça n'a pas rapport, mais je veux juste vous souligner le retour capillaire de cet enfant. Si on le calcule pour le fun, on est quand même pas mal rendu à 5-7 secondes. Ça, c'est un retour capillaire très prolongé. Donc, cet enfant-là est à toute fin pratique en choc. Donc, je voulais juste quand même vous souligner ça. Donc, la procédure est toute simple. En fait, normalement, le médecin va être blousé, ganté, avec un chapeau et un masque. Bon, il ne fait pas ça, mais il fallait quand même que je vous dise, c'est une procédure stérile. Tout le monde a un masque, vous aussi,
et la maman aussi, si la maman veut être proche de son bébé. Le médecin a gelé un peu le bas du dos avec un petit peu de lidocaïne. Il va mettre un char stérile. Vous, votre rôle, bon, comme étudiante, ça va être juste d'être à côté du médecin pour récupérer les tubes à la fin, probablement, ou juste comme observatrice. Mais éventuellement, si vous participez à ça, votre rôle souvent, c'est de tenir l'enfant correctement. Il faut le tenir en petite boule. Quand on le tient en petite boule, ça écarte un peu les vertèbres, puis ça fait en sorte que le site de ponction est beaucoup plus large, puis ça permet au médecin d'avoir plus de chances de réussite. Donc, il va aller entre deux vertèbres pour aller chercher du liquide céphalorachidien dans le bas du dos. C'est un endroit où il y a peu de nerfs. Donc, le risque qu'on accroche un nerf puis qu'il y ait des déficits neurologiques après est quand même assez faible. Pas inexistant non plus. Donc, ça va faire partie des surveillances après la ponction lombaire. Ça vérifie les signes neurovasculaires des membres inférieurs pour cette raison-là. Bon, comme vous voyez, il y a un petit peu de liquide qui tombe dans les tubes. Et comme vous voyez également, il n'y a pas juste un tube. Il y en a toujours 4. Donc, puis, idéalement, il faut les garder en ordre. Donc, si jamais par hasard, vous observez une ponction lombaire et que le médecin désire que vous preniez les tubes, faites bien attention parce que juste garder l'ordre des tubes, parce que ça influence le résultat de chacun des tubes, ils ne seront pas envoyés au même laboratoire. Donc, c'est sûr que les premières gouttes, il y a toujours un petit peu de sang dedans. Puis ça peut fausser des résultats. C'est pas mal ça. Alors, juste de surveiller le pansement, évidemment, puis de s'assurer qu'il n'y a pas d'hématome qui se forment autour du pansement. La ponction lombaire, bon, ben, c'est une culture, donc ça prend en général 48 heures avant d'avoir des résultats, ce qui fait qu'on va se fier sur un résultat préliminaire qui va nous indiquer indirectement s'il y a des bactéries ou pas dans le liquide céphalorachidien. S'il n'y a pas beaucoup de glucose et beaucoup de protéines dans le liquide céphalorachidien, donc des anomalies exactement comme ça, là, un glucose bas et des protéines élevées, en même temps, c'est suggestif d'une méningite parce que ben, les bactéries, ça bouffe du glucose sur un moyen temps. Donc, à partir du moment où on voit ce résultat préliminaire-là qui revient en 1 heure ou 2, on peut commencer les antibiotiques en se disant clairement, on a une méningite ici. Les surveillances associées à la ponction lombaire, ça va être de tout d'abord faire de l'enseignement sur le test. Les parents sont souvent très craintifs par rapport à ce test-là et je les comprends, c'est quand même pas un petit test. Ça fait quand même assez mal. Des fois, quand ils sont un petit peu plus vieux, il faut carrément leur donner un sédatif pour qu'ils tolèrent la procédure. Il faut démystifier la procédure, leur expliquer l'importance de faire la ponction lombaire pour nous aider à bien diagnostiquer et bien traiter la méningite. Plus on la traite vite, moins l'enfant va avoir de séquelles. Pour le médecin, on peut l'aider à préparer le matériel, tenir correctement. Évidemment, si l'enfant est très malade, instable hémodynamiquement, ça serait même suggéré de mettre un saturo en continu parce que la position accroupie, des fois, peut faire en sorte que l'enfant a de la difficulté à bien respirer. Après la ponction lombaire, on suggère d'être allongé pendant 1 heure. On a enlevé un petit peu de liquide céphalorachidien. Donc, c'est sûr que ça va déséquilibrer un peu la pression. Le cerveau va être dans un peu moins de liquide. Puis, ça peut causer des céphalées. Donc, pour diminuer le risque de céphalée, on propose de rester couché pendant 1 heure. Puis, évidemment, la mère peut tenir son bébé. C'est juste de lui rappeler de ne pas mettre le bébé debout sur son épaule, là, juste de le garder dans ses bras. Pendant les 4 premières heures, on va surveiller fréquemment les signes neurovasculaires des membres inférieurs, les signes vitaux et les signes neurologiques du bébé pour être sûr que tout reste dans les normes. Le site de ponction, évidemment, parce que s'il y a un hématome qui se forme autour du site de ponction, c'est quand même assez urgent d'intervenir, d'aviser le médecin. Puis, le pansement, il reste là pendant 24 à 48 heures, ça dépend des centres. L'important, c'est que, bon, ben, on ne touche pas au pansement pendant au moins 24-48 heures et évidemment, pas de bain. Pendant 24 à 48 heures, il y a un trou dans le système nerveux central de cet enfant-là, donc on ne trempe pas dans de l'eau, OK? Donc, c'est important de le dire aux parents. Les complications de la méningite, il y en a plusieurs. L'hypertension intracrânienne, c'en est une qui est importante à connaître et surtout à reconnaître. On va en parler tantôt de l'hypertension intracrânienne. La coagulation intravasculaire disséminée, on va en reparler tantôt, mais c'est un signe d'inflammation disproportionnée. L'hémorragie intracrânienne, c'est quand l'enfant saigne dans sa tête. Ça peut être causé par la méningite, ça peut être causé par un trauma crânio-cérébral. On va l'avoir, l'hémorragie intracrânienne, quand on va parler du trauma crânien, mais évidemment, les enfants peuvent faire des saignements intracrâniens spontanés lors d'une méningite. L'état de choc, bon, je vous l'ai dit tantôt, je répète pourquoi pas, c'est quand même important. Les enfants, souvent, qui ont des méningites sont aussi septiques, donc ils sont en septicémie. Et la septicémie, bien oui, ça cause un état de choc. C'est important de connaître les manifestations cliniques de ça. Ça aussi, on va le voir tantôt.
L'hydrocéphalie, bon, ben, tout le monde a remarqué la photo de la petite fille avec une trop grosse tête. L'hydrocéphalie, c'est quand le corps, soit il produit trop de liquide céphalorachidien, ou il n'est pas capable de l'éliminer. Donc, ça s'accumule. Ben, c'est pour ça qu'on check les circonférences crâniennes des bébés. Donc, vous allez voir ça, surtout en obstétrique, on prend la circonférence crânienne des bébés. En fait, on veut surtout voir la croissance du cerveau, est-ce qu'elle est normale? Mais aussi, on peut surveiller l'hydrocéphalie comme ça en surveillant la circonférence crânienne. Les hydrocéphalies au Québec, inquiétez-vous pas, ils ne se rendent jamais à une tête comme ça. Ça, c'est une petite fille qui est née dans un autre pays. Mais ici, ce qu'on fait, c'est qu'on installe un petit drain dans le cerveau, puis ça draine soit dans le cœur ou dans le péritoine, mais l'enfant ne va pas avoir une grosse tête comme ça, il va avoir une vie totalement normale, sauf qu'il y a un drain ventriculaire qui est quand même pas rien, mais ça fait en sorte quand même que l'enfant va se développer totalement normalement. Mais bref, l'hydrocéphalie, j'en parlerai pas plus que ça. La paralysie cérébrale, ça, je vais en parler plus en classe, ça sera pas dans cette vidéo-là. La paralysie cérébrale, c'est quand même assez grave comme complication, mais oui, si la méningite laisse des séquelles, laisse des lésions dans le cerveau, ça va donner de la paralysie cérébrale. La surdité, oui, pour de multiples raisons. Bon, ben, ça fait partie des nerfs crâniens. Oui, ils peuvent être atteints par la méningite, mais ils peuvent aussi être atteints par les multiples antibiotiques qu'on donne qui sont autotoxiques. Donc, la surdité, c'est quand même un effet secondaire, une complication de la méningite qui est fréquente. Puis l'épilepsie, qu'on va aussi voir dans le cadre de ce cours-là, mais pas dans cette vidéo-là. Donc, ça, c'est toutes des complications de méningite. Donc, plus que vous traitez rapidement, moins il va y avoir de ça. Donc, on va passer en revue les quelques premières complications de l'hypertension intracrânienne, CIVD et TOUCH-UP. Donc, en tout temps, si vous avez un enfant qui a une méningite bactérienne confirmée ou une suspicion de méningite bactérienne, donc un enfant avec une fièvre sans foyer, il va falloir surveiller les signes, par exemple, de l'hypertension intracrânienne. Les signes initiaux de l'hypertension intracrânienne, on parle de vomissement, céphalée, anomalie à l'échelle de Glasgow. Puis là, une anomalie à l'échelle de Glasgow, là, pas besoin d'être à 8, hein? 8 sur 15. 14 sur 15, là, c'est déjà pas normal. C'est un enfant qui ouvre qui est constamment somnolent, puis qui va ouvrir les yeux juste s'il parle. Il se réveille jamais réveillé dans sa journée. Il faut vraiment le réveiller pour qu'il ouvre les yeux. Ça, c'est un Glasgow à 14, c'est pas normal. Donc, un Glasgow, à partir du moment où il est à 14, il faut que le médecin soit au courant de ça. C'est pas normal. Un bombement des fontanelles, donc on en a parlé tantôt, quand la fontanelle elle est bombée, là, comme sur la photo, ça veut dire qu'il y a une hypertension intracrânienne, des convulsions, des cris suraigus, donc l'enfant va avoir un cri qui est différent que d'habitude. Faites-vous aider par les parents, ils vont vous donner un coup de main là-dessus. Puis la diplopie, c'est la vision double. La diplopie, c'est un mot important à connaître. Les enfants, ils ne vont pas vous dire hey, je vois double, c'est bizarre. Parce qu'ils ne parlent pas nécessairement, mais ils vont se fermer un œil. En fait, c'est comme le gars sourd qui voit double, il va fermer un œil pour pouvoir voir comme il faut. C'est le même principe. L'enfant, il va se fermer un œil ou se cacher un œil pour voir normalement. Donc, il faudrait que ça allume des petites cloches là, que l'enfant, il y a des manifestations cliniques. L'hypertension intracrânienne, c'est pas rien. Ça, c'est les signes qui sont initiaux. Puis, les signes tardifs, là, normalement, vous avez déjà averti votre médecin, votre enfant, il a des vomissements en jet, il est à jeun, il vomit pareil, il y a des céphalées, vous donnez du Tylenol, c'est pas soulageable. Anomalie au Glasgow, comme je vous dis, 14, c'est bien suffisant. Bref, il y a des signes et symptômes initiaux. Votre médecin est déjà au courant. Là, les signes et symptômes tardifs, ça serait des yeux en coucher de soleil. Là. On voit juste la moitié de ses yeux là, parce que ça pèse sur le nerf optique puis ça fait changer l'angle des yeux. La triade de Cushing, ça, c'est quelque chose que probablement vous avez déjà vu dans vos classes parce que les patients qui font des AVC hémorragiques peuvent avoir une triade de Cushing. Donc, c'est quelque chose qui vous est peut-être vaguement familier. La triade de Cushing, c'est trois choses. Donc, c'est une respiration anormale. La respiration de Cheyne-Stokes, c'est une apnée suivie de respiration normale, puis de plus en plus avec une amplitude qui est profonde. Et ensuite, la respiration va se normaliser, puis il va y avoir une autre apnée. Il faut quand même la connaître, cette respiration-là. Si vous n'êtes pas attentif, ça se peut que vous la manquiez. Donc, il faut rester alerte. Donc, c'est une combinaison de cette respiration-là avec de l'hypertension artérielle et de la bradycardie, qui fait peu de sens, en fait, cliniquement. Normalement, quand tu es bradycarde, tu es hypotendu. Mais là, dans ce cas-ci, avec la triade de Cushing, ça, c'est une hypertension intracrânienne tellement importante. Le cerveau est tellement écrapou
qu'il veut s'engager, en fait, dans le pont. Puis le pont, c'est lui qui contrôle la respiration, le pouls et tout ça. Donc, quand il y a une pression sur le pont, c'est là que la triade de Cushing s'installe. Mais il est vraiment tard, là. Si tu fais rien dans les quelques secondes qui suivent, ça se peut que le patient code. Donc, c'est des signes tardifs. C'est important que vous les connaissiez, mais je veux dire, s'il vous plaît, attendez pas qu'ils apparaissent pour faire quelque chose. Il est comme trop tard déjà. Puis, évidemment, il y avait aussi l'anisocorique, qui est l'inégalité pupillaire, on en a parlé tantôt. Puis le Glasgow, écoute, quand c'est en bas de 12, là, ça commence à être critique. La personne peut arrêter de respirer ou être incapable de protéger ses voies respiratoires parce qu'il va s'obstruer avec sa langue, parce qu'il est trop inconscient. Donc, c'est vraiment un Glasgow en bas de 12, là, ça ne va pas dans une unité de soins normale. Ça va à l'urgence ou on appelle l'équipe de code parce que c'est un patient qui va avoir besoin de soins continus. Ça, c'est l'hypertension intracrânienne. C'est une complication de la méningite bactérienne, mais c'est aussi une complication de trauma crânien qu'on va voir tantôt. C'était pas exclusif là, à la méningite bactérienne. La CIVD, même chose, c'est une complication grave. Ça, c'est quand même assez important à connaître. C'est une complication d'un dérèglement de l'inflammation chez un patient. Il y a énormément de molécules qui sont enclenchées lors d'une inflammation. Des fois, l'inflammation est juste tellement grande que ça dérègle complètement le corps et ça dérègle le système de coagulation. Donc, la personne va créer des multiples petits caillots dans son corps, puis il va tout utiliser ces facteurs de coagulation à un temps record. Puis l'enfant va développer des pétéchies. Puis des pétéchies, c'est quoi? C'est des petits points rouges sur le corps. Ça commence toujours comme la photo en haut à gauche, des petits points quelque part sur le corps. Puis ça se répand. Puis ça devient éventuellement comme la photo en bas à gauche, c'est quasiment du purpura. Pétéchie purpura, c'est dans la même famille. C'est des raches qui sont hémorragiques. Un purpura, c'est comme un paquet de pétéchis qui se sont groupés. Il y en a tellement, en fait, que ça finit par faire des paquets de pétéchis. Puis là, on appelle ça du purpura quand ça devient un peu disséminé comme ça. Puis évidemment, la dernière photo en bas à droite, là, c'est la nécrose parce que les pétéchis, c'est comme une hémorragie, puis il va y avoir de la nécrose ensuite. Bref, c'est pas un petit rash bénin. La première photo en haut à gauche, ça peut avoir l'air bénin. Donc, mais c'est là qu'il faut la capter parce que si on laisse le moindrement la CIVD se développer, c'est très difficile à renverser. C'est très difficile à traiter. Donc, il faut immédiatement, quand vous voyez une pétéchie, avec le médecin, mais c'est facile à distinguer une pétéchie. C'est le seul rash qui ne disparaît pas sous la pression. Il n'y en a pas d'autre, c'est le seul. Donc, le premier réflexe que vous devriez avoir quand vous voyez un picot rouge sur un enfant, allez y toucher. Mettez-vous un gant, allez peser dessus, voir si ça blanchit. Puis si ça ne blanchit pas, ben on a besoin de médecin. L'autre complication de la méningite, donc c'est en fait quelque chose qu'on devrait toujours vérifier en pédiatrie chez tous les enfants qui font de la fièvre. Même si l'enfant a un diagnostic de, par exemple, d'otite, il n'y a absolument rien qui empêche l'enfant de développer une septicémie à partir d'une infection, même bénigne comme une otite. Les enfants ont un système immunitaire plutôt incompétent, surtout quand ils sont petits. Le 0-2 ans, là, c'est critique. Donc, plus ils sont petits, plus ils sont fragiles. Signe de choc, irritabilité, hypotonie, on en a parlé tantôt. Donc, un enfant qui est irritable, difficilement consolable ou hypotonique, comme on peut le voir chez cet enfant-là, qui est qui est pas replié sur elle. Elle est complètement relaxe avec les bras droits alors qu'il devrait être plié en tout temps. Donc, l'hypotonie, c'est quelque chose de très inquiétant en pédiatrie. Ça veut souvent dire que l'enfant il lui manque de l'énergie. Toute son énergie va à combattre son infection, puis il n'y en a plus pour faire autre chose. Il n'y a plus de réserve métabolique. La tachycardie, c'est quand même assez difficile, la tachycardie en pédiatrie, parce que les enfants sont rarement très calmes quand on prend nos signes vitaux. Mais vous allez voir, c'est un défi pendant vos stages. C'est un beau défi en même temps, mais d'arriver à distraire l'enfant pour arriver à avoir des signes vitaux au repos, c'est essentiel. Si l'enfant pleure, votre rythme cardiaque, il ne compte pas. C'est absolument ininterprétable. L'enfant qui est tachycarde au repos, lui, est inquiétant parce que lui, il n'y a pas de raison pour être tachycarde. Vraiment, la tachycardie, c'est un signe de choc jusqu'à preuve du contraire. La tachypnée, donc les besoins métaboliques augmentent quand l'enfant est en choc. Donc, forcément, il va avoir des besoins d'oxygène plus élevés et l'enfant va être tachypnique. Pourrait être tachypnique aussi parce que souvent, pendant un choc septique, l'enfant peut être en acidose métabolique et la méthode de compensation d'une acidose métabolique, c'est justement la tachypnée. Les marbrures, donc les marbrures, c'est une décoloration au niveau de la peau
Les enfants, c'est une petite peau mince, 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 toujours belle, pas bronzée, pas maganée par la vie. Donc, c'est très facile de voir les marbrures. Donc, on voit bien les marbrures sur cet enfant-là qui est en fait marbré à grandeur. Donc, quand un corps est en choc, il va commencer par hypoperfuser les membres, puis tranquillement, pas vite, il va hypoperfuser des organes centraux, comme les intestins ou les reins. Puis là, on va avoir de l'oligurie, par exemple, une diminution du débit urinaire. Puis éventuellement, si on ne fait rien pour le choc, il va y avoir aussi de l'hypoperfusion au niveau central, donc au niveau du thorax. Puis les organes nobles, qu'on appelle les organes centraux, peuvent être atteints, comme par exemple, pourrait avoir un dysfonctionnement au niveau cardiaque parce que l'enfant ne perfuse pas bien son myocarde. Donc, quand on voit une marbrure au niveau thoracique, c'est extrêmement inquiétant. C'est un signal d'alarme. Les marbrures au niveau des membres, c'est quand même assez fréquent en pédiatrie. Il faut surveiller. Donc, si vous voyez ça, vous avisez votre infirmière, si votre enfant est marbré jusqu'au cou, c'est votre infirmière ou le médecin, mais il faut que quelqu'un le sache rapidement. Donc, les marbrures thoraciques, c'est quelque chose qui est encore pire que les marbrures périphériques. Le ligurie, bon, j'en ai parlé, c'est sûr que si l'enfant est en choc, un des premiers organes qui va lâcher, c'est les reins. Donc, on va avoir une diminution du débit urinaire ou une oligurie, c'est comme ça que ça s'appelle. Le temps de remplissage capillaire, c'est comme l'équivalent de la marbrure, mais il se quantifie. C'est ça qui est cool avec le temps de remplissage capillaire. On pèse sur la peau, ça devient blanc, puis on attend que ça redevienne rosé. Combien de temps que ça prend? Ça ne devrait jamais dépasser 2 secondes. En haut de 3 secondes, c'est franchement anormal. En haut de 4 secondes, c'est un enfant en état critique. Le médecin devrait être à son chevet. Ça ne va pas du tout. Ça corrèle assez bien, en fait, avec la lactatémie. Si vous ne savez pas c'est quoi des lactates, allez voir ça, ça vaut la peine. Donc, ça, c'est pour le retour capillaire. Faites-en sur tous vos patients qui sont à risque de choc. Puis, l'hypotension, c'est un signe tardif en pédiatrie. Donc, les adultes sont bons pour faire des hypotensions. Ils vont vous le dire tout de suite. En pédiatrie, ils vont être tachycardes, 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 tachycardes. Puis, à un moment donné, ils vont faire une hypotension, mais il va être vraiment trop tard. Ça va débouler très, très rapidement. Ne soyez pas faussement rassurés par une belle pression, c'est ça que je veux dire, et soyez immédiatement inquiétés par une hypotension en pédiatrie. Voilà, tout simplement. Qu'est-ce qu'on peut faire pour ces enfants-là? C'est quoi nos interventions infirmières? Bien, c'est sûr qu'il va être en isolement. On va surveiller les signes vitaux. Q4, c'est généralement une bonne fréquence. C'est sûr que si l'enfant a des anomalies aux signes vitaux, ça se peut qu'on les fasse un petit peu plus souvent. Donc, c'est un Q4 PRN, on va dire. Signes neuro, même chose, Q4. Et évidemment, s'il y a des anomalies au niveau des signes neurologiques, on va les faire plus fréquemment. Dosage ingesta-excréta, c'est des enfants qui vont peu s'alimenter, vomir, leurs besoins métaboliques sont élevés, sont très à risque d'hypoglycémie, donc il faut vraiment surveiller adéquatement qu'est-ce qui rentre, qu'est-ce qui sort, est-ce qu'il mange, est-ce qu'il fait pipi. Évaluer, soulager la douleur, ça fait mal, une méningite, ça fait mal au méninge, ça fait mal jusque dans le bas du dos, mais ça fait mal à la tête aussi. Donc, ils ont besoin d'être évalués. La tête de lit élevée, c'est sûr que si vous montez la tête de lit, ça va diminuer un peu l'hypertension intracrânienne. Donc, l'enfant va avoir moins de symptômes. Diminuer les stimuli, tous les stimuli, la télé, le son, la lumière, tous les stimuli peuvent augmenter l'irritation méningée. Donc, tous les stimuli, on les diminue le plus possible. On ne tapote pas l'enfant, on ne le flatte pas, on le laisse tranquille. Antibiothérapie, je vous en avais parlé, plus vite on l'initie, mieux c'est, moins il y a de séquelles. Surveiller les signes d'hypertension intracrânienne que vous connaissez maintenant. Surveiller les signes de choc que vous connaissez maintenant. Surveiller les convulsions, être prêt pour une convulsion. Surveiller les raches, puis en particulier les PTG. Rassurer les parents, faire de l'enseignement, leur montrer les manifestations cliniques à surveiller, comment soulager la douleur, quoi faire pour que l'enfant soit confortable, offrir fréquemment à boire ou à manger à l'enfant pour être sûr qu'il y ait des bons apports. Il y a un paquet d'enseignements qu'on peut faire aux parents. Les parents adorent avoir de l'enseignement. Ça leur donne du contrôle, ça leur permet de voir que vous êtes compétente. Ça augmente la confiance envers le personnel. Puis aussi, c'est que ça vous permet d'avoir quelqu'un qui surveille l'enfant en continu, en fait. Donc, profitez-en, faites de l'enseignement. Je vous le suggère fortement. Trauma crânio-cérébral. Fréquent en pédiatrie, le trauma crânio-cérébral, pour plein de raisons. Les enfants, c'est tout sauf habile. Ça chute souvent. Puis, évidemment, la tête est énorme par rapport au corps en pédiatrie. Donc, c'est la première chose qui va recevoir le coup, c'est la tête. Les plus fréquentes raisons de trauma crânio-cérébral, c'est les accidents de la route, les chutes et la bicyclette. J'ajouterais ici aussi le bébé secoué. Le fait de secouer fortement un enfant, ça va causer des micro-hémorragies cérébrales disséminées dans le cerveau de l'enfant. On va le voir plus en profondeur dans le cours
de la protection des enfants. Tout ce que je vais dire pour le trauma crânio-cérébral, ça s'applique pas mal au bébé secoué aussi. Donc, l'enfant chute, se cogne la tête, qu'est-ce qui va arriver? Une commotion cérébrale. Bon. Une commotion cérébrale, c'est juste le fait que leur cerveau a reçu un coup. Il est temporairement un peu secoué, un peu dysfonctionnel, un peu édémacié. Mais la commotion cérébrale, par définition, elle est autorésolutive. C'est juste, il s'est cogné, il s'est fait mal. Tout cela va rentrer dans l'ordre naturellement. Ça prend quelques temps. Pensez à quand vous cognez le coude. OK, vous avez de la difficulté à bouger votre bras pendant quelques jours. Puis au bout de quelques jours, voire une semaine, c'est complètement disparu. Ben, c'est la même chose avec le cerveau. Ça y prend une couple de jours, voire une semaine. Puis les manifestations cliniques de la commotion cérébrale vont disparaître. C'est sûr que plus que la commotion cérébrale, plus le coup est fort, plus que les manifestations cliniques vont être sévères, puis ils vont durer longtemps. Mais par définition, la commotion cérébrale, elle disparaît d'elle-même. Il n'y a pas d'intervention à faire. Les deux autres pathologies qui peuvent être liées au trauma crânio-cérébral, c'est la fracture du crâne. Ici, on voit une fracture au niveau du crâne de cet enfant-là. Le problème, c'est que les vaisseaux sanguins peuvent être accidentellement déchirés lorsque l'enfant a une fracture du crâne. Donc, quand un enfant a une fracture du crâne, il n'y a pas grand-chose à faire avec la fracture du crâne, va guérir seul. Ce qu'il faut faire, c'est surveiller les signes d'hémorragie cérébrale parce que ça le met à risque d'hémorragie cérébrale. Donc, la troisième pathologie à voir, c'est l'hémorragie cérébrale, justement, donc un saignement à l'intérieur du cerveau. Il y a des manifestations cliniques à surveiller, puis je vais tout vous expliquer ça dans pas long. On a vu la fracture du crâne, c'était une radiographie. On voit les os avec une radiographie. Si on veut voir une hémorragie cérébrale, on n'a pas le choix pour voir un scan. Donc, il faut que l'enfant soit assez calme pour aller dans le petit beigne du scan sans bouger pendant quelques secondes, le temps de faire une photo. Puis ici, on peut bien voir le segment intracrânien qui apparaît comme une tache blanche dense à l'intérieur du cerveau. Les complications, bon, de la commotion cérébrale, pas grand-chose. Peut-être un petit peu d'édème cérébral, mais rien qui va causer de l'hypertension intracrânienne franche. Donc, mais quand on rentre dans de l'hémorragie cérébrale, là, on peut avoir un édème cérébral important, de l'hypertension intracrânienne. On a vu les manifestations cliniques de l'hypertension intracrânienne, dont les vomissements en jet qui sont pas liés à l'apport de nourriture, des céphalées que vous n'êtes pas capable de soulager, même avec des analgésies, un Glasgow en pas de 14, une fontanelle bombée, convulsions, des cris suraigus, diplopie, il y en a plein d'autres, mais ce serait des principaux. Quand il y a beaucoup de pression dans le cerveau, c'est sûr que la circulation sanguine ne se fait pas très bien. Donc, il peut y avoir une hypoxie cérébrale associée. L'hypoxie cérébrale, c'est excessivement dangereux. Le cerveau, il n'y a pas de réserve d'oxygène. S'il manque d'oxygène, il y a des lésions qui vont apparaître. Puis les lésions, évidemment, vont finir par donner quelque chose qui va ressembler à la paralysie cérébrale qu'on va voir plus tard. Puis si on ne fait rien aussi avec l'hypertension intracrânienne, c'est que l'enfant peut s'engager et à ce moment-là avoir des manifestations cliniques de compression du pont avec la triade de Cushing, la respiration irrégulière, l'hypertension, la bradycardie et éventuellement la mort. La différence avec la méningite, c'est que l'hypertension intracrânienne avec l'hémorragie cérébrale peut apparaître vraiment très rapidement. Les manifestations cliniques vont ressembler évidemment énormément aux manifestations cliniques de l'hypertension intracrânienne, mais en léger pour le traumatisme léger et en grave pour le traumatisme grave. Donc, je vais surveiller, bon, est-ce que l'enfant est somnolent, il est irritable, il vomit. Ça, c'est des signes et symptômes normaux d'une commotion cérébrale. Quand il commence à avoir des signes d'hypertension intracrânienne, qu'on a vu il n'y a pas longtemps, fontanelle bombée, n'importe quelle manifestation focale comme une paralysie ou une paresthésie d'un côté, l'enfant ne bouge pas les quatre morceaux, là, les mains, les bras, ils ne bougent pas de la même façon. La démarche instable, tout ça, c'est des signes d'hypertension intracrânienne grave et de saignement intracrânien. Donc, la commotion cérébrale ne fait pas ça. Quand il y a des signes comme ça, il faut aviser le médecin. Bref, on surveille les signes et symptômes légers et on avise s'il y a des signes et symptômes graves. C'est pour ça que les directives infirmières, ça va être de surveiller les signes vitaux, les signes neuraux, la démarche. L'enfant marche-tu? Est-ce que, s'il ne marche pas, est-ce qu'il bouge les deux bras et les deux jambes de façon symétrique? S'il y a des vomissements, est-ce que c'est juste après un repas? Ça, à la limite, ça va. Combien il y a de vomissements? Là, quand il commence à vomir 2, 3 fois, c'est trop. Il devrait vomir 1 ou 2 fois, mais pas plus que ça. Avec une commotion cérébrale normale, s'il se met à vomir davantage ou s'il se met à vomir en jet,
Il faut absolument que le médecin soit au courant. On évalue, on soulage la douleur. Ça fait mal, il a mal à la tête, il est tombé sur la tête. On surveille la fontanelle pour s'assurer qu'elle ne devient pas bombée. On le nourrit. Il n'est pas à jeun, cet enfant-là. On veut qu'il mange, mais c'est selon tolérance. Donc, on va y aller avec du liquide en premier. S'il garde son liquide, on continue avec quelque chose d'un petit peu plus solide. On n'est pas pressé de le faire boire, mais c'est sûr que quand il va tolérer ses boires, ça va nous rassurer, nous dire, OK, parfait, c'était juste une commotion cérébrale, il n'y a pas de saignement intracrânien, il n'y a pas de détérioration. La tête de lit élevée, ben ouais, ça va diminuer l'hypertension intracrânienne, donc ça va soulager les symptômes. Pas de stimulus, la même affaire que pour la méningite, tous les sens doivent être au repos. Être prêt pour une convulsion, qu'est-ce que ça implique? C'est d'avoir de l'oxygène prêt. On a-tu le débitmètre? Est-ce qu'on a la connexion pour connecter notre masque à oxygène? Est-ce que notre masque à oxygène est dans la chambre? Est-ce que c'est un masque pédiatrique? Est-ce qu'on a le matériel à aspiration prêt? L'enseignement à la famille, c'est de l'enseignement par rapport à la réintroduction des activités. Donc, l'enfant qui cogne la tête, même si c'est une commotion cérébrale là, bénigne, il faut quand même lui donner, ben, c'est ça, une bonne semaine de repos. On dit en généralement, pendant 2 semaines, il ne faut pas que l'enfant se recogne la tête parce que le cerveau, il a moins de capacité de bien réagir à un autre trauma crânien. Donc, pendant 2 semaines, de faire attention si l'enfant fait du sport. Il peut faire du sport quand même, mais juste de ne pas faire du sport de contact et de porter un casque, d'y aller plus doucement s'il fait du vélo, d'aller lentement. Donc, c'est juste de faire plus attention pour pas qu'il se cogne la tête 2 fois en 2 semaines. Et évidemment, on avise s'il y a des signes de complications graves comme une fracture ou une hémorragie. Donc, ici, s'il y a un Glasgow en bas de 14, c'est très suspect pour de l'hypertension intracrânienne / peut-être un saignement intracrânien. Anomalie pupillaire, on parle ici d'anisoccorie, donc une inégalité, mais ça peut être aussi que la pupille devient ovale au lieu d'être ronde. Ils sont censés d'être rondes, ou ils deviennent en mydriase pour aucune bonne raison. Donc, on surveille les pupilles et s'il y a des anomalies pupillaires, on avise parce que là, on a un signe d'hypertension intracrânienne / d'hémorragie intracrânienne. La démarche, est-ce que l'enfant marche ou sa force motrice est-elle symétrique? L'inconsolabilité, tout ça, c'est des signes en fait que vous connaissez qui sont des signes d'hypertension intracrânienne de quelque chose de grave. Les signes de fracture de la base du crâne. Bon, les fractures de la base du crâne, c'est un petit peu particulier parce que c'est pas une fracture sur le dessus de la tête, c'est une fracture qui est à l'intérieur des sinus. Les signes de fracture de la base du crâne, c'est les battle signs, c'est les hématomes en arrière des oreilles. Les raccoon eyes, c'est les hématomes périorbitaux. C'est vraiment des yeux au beurre noir, comme on appelle. Puis les écoulements clairs au niveau des oreilles, du nez, il peut y avoir un peu de sang, mais un écoulement clair, en fait, c'est du liquide céphalorachidien qui coule. Donc, il y a comme une communication entre le nez et le cerveau, qui est quand même une mauvaise chose parce que là, toutes les bactéries qui sont dans le nez, dans l'oropharynx, peuvent aller se faufiler puis aller dans le cerveau et causer une méningite. Donc, les signes de fracture des bases du crâne, il faut toujours les surveiller parce que s'ils apparaissent, il faut donner des antibiotiques en prophylaxie pour pas qu'il y ait de méningite. Surtout aussi de se rappeler de rien mettre dans le nez. Donc, on n'aspire pas par le nez, on ne met pas de TNG, de tube nasogastrique, dans un enfant qui aurait une fracture de la base du crâne parce que, pensez-y, il y a une ouverture. Là, c'est ouvert. Donc, si vous mettez un TNG, ça s'est vu, là, le TNG peut entrer dans la boîte crânienne puis aller s'enrouler dans le cerveau. C'est comme une horreur. Bref, on ne met rien dans le nez quand il y a une fracture de base du crâne. Donc, c'est pour ça que c'est important de reconnaître les manifestations cliniques de la fracture de la base du crâne. Donc, ça, c'était pour le trauma crânio-cérébral. Les deux autres pathologies, l'épilepsie et la paralysie cérébrale, vont être vues plus tard. Merci beaucoup. Bye.